Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission de Sciences Humaines. Très content de vous retrouver encore ce soir pour ce nouvel épisode de notre émission. Donc ce soir, comme le titre l'indique, on va parler de décision, de la décision en général. C'est le thème de notre dernier magazine en kiosque qui est là, qui est sorti vendredi passé et qui est intitulé Comment décidons-nous? Voilà. Donc on va parler de ça ce soir. Je suis avec Fabien, mon collègue que vous connaissez certainement si vous fréquentez nos émissions. Bonsoir. Et donc notre invité de ce soir est Michael Kozik, qui est philosophe et qui a notamment participé à ce numéro sur la décision. Bonsoir. Voilà, donc le sujet est assez vaste, la décision en général. Donc Michael Kozik est philosophe, on va parler de ça d'un point de vue un peu philosophique, mais aussi on va parler aussi de deux autres disciplines qui s'y intéressent depuis un moment, qui sont la philosophie, la psychologie pardon, et l'économie, qui s'intéressent aussi à la décision. Voilà, la question de notre décision, comment est-ce qu'on décide. Il y a voilà, donc ces disciplines qui se sont penchées dessus. Voilà, on balance entre la raison, le raisonnement, et puis l'intuition, les décisions qu'on prend comme ça rapidement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées sur la décision. Et donc ce soir, c'est Fabien qui va jouer le rôle de l'intervieweur avec Michael Kozik, donc c'est lui qui va lui poser principalement vos questions. Moi, je serai là comme d'habitude pour vous lire dans le chat. D'ailleurs, bonsoir Evelyne sur Facebook, bonsoir Sikfi sur Twitch, bonsoir Kin sur Twitch, et bonsoir Elvire sur Facebook, qui vient de Marseille et qui nous le dit. Voilà, bienvenue. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions dans le chat, vous faites vos remarques et je les relais. Alors pas forcément instantanément, je ne vais pas couper notre invité si jamais il est en train de développer une idée, mais voilà, je rebondirai dessus le cas échéant. Voilà, ben je crois que j'ai tout dit. Je laisse la parole à Fabien pour commencer. Ok, bah donc oui, effectivement, on va parler de toutes ces disciplines. On va aussi parler un petit peu d'histoire parce que la décision, c'est un ancien champ de recherche. Et donc, Michael Kozik, alors déjà, je vais raconter pour la petite anecdote qu'il est un peu à l'origine du dossier de sciences humaines parce que je l'avais interviewé il y a longtemps sur la décision, justement. J'en avais fait un petit article, je crois, un tout petit encadré de 800 signes sur une page, sauf qu'on avait passé 2 heures ensemble et je m'étais dit, mais c'est tellement génial comme sujet, il faut absolument qu'on développe. Et donc, dans le numéro, donc, il a inspiré ce dossier sur la décision. Et dans le numéro, on a fait une interview de 3-4 pages où il présente la théorie de la décision, donc, qui est son sujet de recherche en tant que philosophe. Et je me disais que peut-être qu'on pouvait commencer par là. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la décision? Alors, merci. La théorie de la décision, donc c'est devenu une sorte de, enfin c'est donc un domaine d'étude qui est distribué sur plusieurs disciplines académiques. Pour l'essentiel, ceux qui s'y intéressent, c'est les psychologues de la décision, une certaine partie des économistes, ceux en particulier qui sont intéressés par des phénomènes qui peuvent se passer à petite échelle dans les décisions de consommateurs, de chefs d'entreprise, etc. Et puis, il y a aussi la philosophie qui s'y intéresse. Alors, comme dans beaucoup de domaines scientifiques, elle était là la première. Et puis, voilà, elle s'est fait rattraper par des savoirs plus positifs. La philosophie, elle s'y intéresse à la différence des deux autres disciplines. Bon, je sais pas, c'est pas totalement comment dire, exhaustif, hein. Il y a d'autres disciplines encore qui participent à la théorie de la décision. Mais la philosophie, elle incarne vraiment le pôle qu'on peut appeler normatif dans la théorie de la décision, c'est-à-dire euh, que les philosophes, typiquement, se posent la question de savoir quelles doivent être les règles, les normes, les principes qui font qu'une décision est bonne. Comment prendre de bonnes décisions Voilà. et non pas comment décidons-nous de manière générale dans le sens comment ça se passe dans notre tête ou dans une société. Là, la philosophie est vraiment sur une approche plus, voilà, comment choisir le meilleur mode de vie possible, le meilleur gouvernement possible, ce type de questions. Oui, effectivement, alors que les autres disciplines des sciences humaines et sociales qui s'y intéressent, très souvent, c'est un ancrage fort dans une perspective qui est plutôt descriptive, plutôt factuelle,
comment est-ce que dans tel contexte, les gens prennent des décisions. Voilà. Et alors, cette distinction, elle est entre ces deux points de vue, elle est utile, mais en fait, dans les détails, c'est un tout petit peu plus compliqué et pratiquement chaque discipline qui s'y intéresse a quand même une curiosité pour les deux points de vue. Mais disons, en tout cas, en philosophie, c'est essentiellement ce point de vue normatif qui porte sur la question de savoir comment on doit décider, qui est vraiment au centre de l'attention. Et la deuxième spécificité, disons, de la théorie de la décision, c'est que depuis un certain nombre de décennies, quand même au moins depuis l'entre-deux-guerres, c'est un domaine qui est très ancré dans des modèles mathématiques. Plutôt du côté de l'économie, j'imagine. Alors, de ce point de vue-là, il est tout à fait en phase avec la transformation qu'a connue la science économique à peu près à la même époque, qui est devenue très, très mathématisée. Et ça en fait un domaine relativement exotique au sein de la philosophie, par exemple. Alors, il y a par exemple la logique ou la philosophie des sciences, où on a l'habitude aussi de manipuler beaucoup de formalisme. Mais dans cette partie de la philosophie qui est plutôt tournée vers les valeurs et l'action, c'est un peu un ovni, la théorie de la décision. Ce n'est pas du tout dans les mœurs que d'avoir une réflexion qui va s'appuyer sur des représentations formelles qui sont, comment dire, les philosophes ont une contribution marginale à cet aspect-là. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt l'évaluation des principes, la compréhension des concepts, à part 2 ou 3 philosophes vénérables qui ont lancé les idées au départ, notamment Frank Ramsey dans les années 20. Les philosophes ne sont pas là pour vraiment contribuer à la sophistication mathématique du domaine, mais plutôt pour apporter ces éléments de discussion des fondements, de compréhension des concepts. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une analyse un petit peu mathématisée d'une prise de décision? Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de calcul ou de grille d'analyse qui permet d'expliciter une décision individuelle ou collective d'ailleurs? Alors, une manière d'introduire la chose, peut-être, c'est il faut, avant même, ou en tout cas du point de vue logique, avant la formalisation, il faut avoir des concepts en tête, indépendamment de la manière dont on va les traduire, disons, mathématiquement. Et ça, c'est un premier travail gigantesque, disons, qui est proposé par la théorie de la décision. Et ce que fait la théorie de la décision, en gros, c'est qu'elle va essayer de transformer en un cadre rigoureux quelques intuitions assez ordinaires sur la manière dont on prend des décisions. Donc, par exemple, l'idée que les ingrédients clés dans une prise de décision, ça va être quoi? Ça va être probablement les informations qu'on a sur l'environnement. Ça va être les valeurs qu'on attache aux conséquences de nos actions, etc. Donc, à partir de ces idées très banales, la théorie de la décision va choisir, va raffiner, parfois va un peu tordre pour avoir un cadre conceptuel assez inclusif, attirant. Et ensuite, on va pouvoir utiliser des mathématiques pour représenter chacun de ces ingrédients. Donc, alors, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est central dans la théorie de la décision contemporaine, c'est le concept de préférence. Donc, à peu près tous les modèles de théorie de la décision vont postuler qu'un individu va, quand il choisit, il va décider, sa décision va sélectionner parmi les options réalisables une option qui est une des meilleures du point de vue de ses propres préférences. Et cette notion de préférence, alors elle a une signification ordinaire, c'est un terme du français, c'est preference en anglais, etc. C'est pas forcément tout à fait la même signification qu'on trouve au sein de la théorie. En tout cas, ce qui est relativement, ce qui est clair, c'est que la théorie, à partir de cette notion-là, elle va lui donner une construction mathématique très particulière. Elle va utiliser les relations d'ordre
voilà, qui sont un outil mathématique comme un autre. Et donc, cette partie-là de la théorie de la décision va être ancrée d'abord dans la théorie des mathématiques des relations. Et ensuite, on va supposer qu'on a le comportement des gens est optimisateur relativement à cette relation. Donc là, c'est un deuxième aspect très, très mathématisable, disons, etc. Alors, moi, je suis Euh, pas du tout mathématicien, mais est-ce que ça veut dire justement que on va attribuer une sorte de valeur finalement à des paramètres tels que le nombre d'informations que quelqu'un va avoir sur l'environnement, la préférence en proportion qui va donner à plus ou moins un tel ou tel type de décision, qu'on va mettre ces valeurs en équation et qu'à partir de là, on va essayer de calculer quelle serait la décision la meilleure de son point de vue? C'est quelque chose comme ça? Oui, oui, non, mais ça ressemble à ça. Euh, euh, de la manière, enfin, l'hypothèse la plus générale, c'est qu'on va être capable qu'un individu est capable de classer les options qui s'offrent à lui et de retenir la meilleure. Euh, Si je prends un exemple après, concret, excusez-moi, ça ouais, veut dire que, par exemple, si quand je vais acheter mes fruits au marché, je préfère manger des bananes que des clémentines, par exemple. Donc ça veut dire que la banane est numéro un dans mon choix par rapport à la clémentine qui est numéro 2. Mais après, il peut y avoir d'autres variables qui s'ajoutent. Par exemple, je préfère manger des fruits et légumes de saison. Du coup, si c'est pas la saison des bananes, je mangerai plutôt une clémentine. C'est... alors, disons que euh, en fait, ça va commencer à être intéressant quand on va s'intéresser un peu à la structure des préférences. Donc, par exemple, ce n'est pas exactement votre exemple, mais ça s'en rapproche. Un aspect qui peut être intéressant, c'est quand vos préférences, par exemple, entre, je ne sais pas, prenons des biens de consommation, je sais pas, acheter une voiture, par exemple. Mhm. Eh bien, en fait, elles sont en quelque sorte constituées à partir de désirs un peu plus primitifs vis-à-vis de certaines caractéristiques de la voiture. Et là, il peut y avoir un aspect donc de structure interne de vos préférences qui peut se laisser représenter éventuellement mathématiquement. Par exemple, il est possible que vos préférences entre les différents modèles de voitures soient une sorte de synthèse, d'agrégation de la manière dont vous évaluez différents paramètres, je sais pas, le coût de la voiture, sa vitesse, son confort, etc., etc. C'est un premier exemple. Un autre exemple, alors, qui a joué un rôle très, très important dans le développement de la théorie de la décision, c'est quand les options entre lesquelles vous devez choisir, c'est des options qui comportent une part d'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, à la différence de l'exemple que vous prenez, quand vous allez choisir une pomme, évidemment, il y a une part d'incertitude, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a dedans, etc. Mais enfin, vous savez, En général, on sait. voilà. Évidemment, quand vous allez mettre placer de l'argent, quand vous allez vous décider de préparer un concours, là, c'est des choix où il y a des parts d'incertitude qui sont importantes. Ou décider de faire un pique-nique ou non ce week-end sans être sûr du temps qu'il va faire. Exactement, voilà. Ok. Donc là, intuitivement, la manière dont vous allez classer les options, ça va dépendre de la manière dont, au sein de chaque option, vous allez valoriser deux dimensions. D'une part, ce que les options peuvent avoir pour conséquences, et d'autre part, les chances pour que les différentes conséquences possibles arrivent. Dans le jargon plus ou moins un peu mathématisé de la théorie de la décision, on dit vous devez trouver comment dire, vous allez devoir agréger des choses dont rapport à l'incertitude et d'autres choses qui ont rapport à l'utilité. C'est-à-dire des choses qui ont rapport, alors l'utilité c'est un terme technique, hein, mais c'est à la valeur, au degré auquel vous aimez telle ou telle conséquence. Il me Et semble donc, Alors, qu'on parle de calcul d'utilité espérée dans ce cas-là, c'est ça? voilà. Alors, la théorie qui dominante pour ce genre de situation, c'est l'utilité espérée. Et donc, ce qu'elle vous dit, c'est qu'en fait, l'idée d'utilité espérée, elle est très simple. Hein. C'est que, imaginez que vous avez donc un choix possible, placer l'argent dans tel type de produit financier, et qui peut résulter dans différentes conséquences. Et ce que vous dit l'utilité espérée, en substance, c'est laisse-toi guider par la valeur moyenne
que peut prendre ce choix-là dans les différents scénarios possibles qui pourraient arriver. Donc, par exemple, si c'est une option avec beaucoup de risques, peut-être qu'il y a une certaine probabilité pour que ça vous fasse gagner beaucoup et une certaine probabilité pour que ça vous fasse perdre beaucoup. Et bien, en fait, pour sa valeur, ce sera la moyenne pondérée des deux. Voilà. Donc, c'est typiquement une théorie, effectivement, quand on connaît ces valeurs-là, qui va déboucher, ou qui peut déboucher en tout cas sur un calcul. Le calcul de l'utilité espérée. Espérer, ça vient du terme technique d'espérance en probabilité. C'est parce que donc on va faire, on va utiliser de manière, enfin, ce qui est sous-jacent, c'est une probabilité. On va calculer une espérance au sens technique, ou une sorte de moyenne pondérée, pondérée par les probabilités. Et ça, c'est donc ça, c'est la théorie de l'espérance d'utilité. Il y a beaucoup de variantes, mais ça reste aujourd'hui la théorie dominante de ce qu'il faut faire d'après la théorie de la décision quand il y a une forme d'incertitude, c'est-à-dire la plupart des décisions qu'on rencontre dans la vie, en fait. Et donc, grâce à ces calculs, on peut prévoir quels seront les choix que vont faire les individus. Ou quels seront les choix qu'ils devront faire. C'est ça, en fait. Est-ce que ça montre ce que les choix qu'on fait ou les choix qu'on devrait faire idéalement? Et après, je pense qu'il faudrait prendre la question de Sigfi qui est intéressante. Vous voulez prendre la question que je réagisse? On la prendra juste celle-là, ouais. Ah bah, vous avez, si on comprend bien. Oui, vous avez tous les deux raison. On s'en sert de ces deux manières-là. On s'en sert à la fois pour pouvoir prédire ce que vont faire des gens, et on peut s'en servir en principe pour recommander à quelqu'un de faire quelque chose. Ne joue pas au loto parce que les stats sont contre toi, par exemple. Voilà. Après, il faut bien avoir conscience que il faut pas mal d'informations pour pouvoir faire le calcul, en fait. Donc, c'est pas toujours évident de faire ça d'une manière qui est pleinement fondée scientifiquement. Et la seconde chose que je veux ajouter, mais je pense qu'on reviendra là-dessus, c'est que ces deux usages, ils sont possibles, mais ils ne sont pas forcément aussi convaincants l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a par exemple aujourd'hui pas mal de gens qui pensent que si on veut faire une prédiction, par exemple, assez fine du comportement des gens, ce n'est pas un très très bon outil. Parce qu'en tout cas, il y a des défauts bien connus, au sens donc, où les gens violent la théorie d'une manière qui est assez systématique. En revanche, les mêmes personnes donc, qui pensent que c'est un outil pas toujours très bon pour prévoir ce que vont faire les gens, les mêmes personnes peuvent tout à fait pleinement adhérer au fait que c'est comme ça qu'on devrait faire. Simplement, les gens ne font pas comme ça. Ok, donc par rapport aux calculs mathématiques, dans les faits, quand on constate que les gens choisissent quelque chose, ça ne correspond pas à ce qu'on avait calculé, c'est ça? En tout cas, rarement. En tout cas, il y a des situations types où on sait que les gens vont dévier par rapport aux prédictions que fait cette théorie. Ouais. Alors donc il y a Sigfi qui demande, n'y a-t-il pas un postulat derrière, l'homo economicus, homme rationnel? Donc ça c'est une théorie économique, peut-être que... Et on avait repéré un dessin qui illustre bien cette question, je trouve, sur... Alors, attends, je vais passer un dessin sur Twitter. Je sais pas si tu peux nous l'afficher. Je vais vous le mettre dans le chat, même pas que dans le chat, à l'écran. Voilà, donc en gros ça c'est la petite BD qui reprend Tintin, bien entendu c'est pas le dialogue original de Tintin, qui dit, donc le capitaine Haddock qui dit « Vite, un malaise, un docteur ». Et Tintin qui répond « Pas d'inquiétude monsieur, je suis docteur en économie. J'ai horriblement mal docteur, je crois que je vais mourir ». Et donc Tintin qui répond « Ah, impossible, voyons, ce ne serait pas dans votre intérêt rationnel ». Alors, pour moi, ce qu'on appelle l'homo economicus, en fait, c'est beaucoup plus restrictif que ce que propose la théorie de la décision. La théorie de la décision est fournie des contraintes donc, qui sont plausibles en termes de rationalité. C'est-à-dire c'est des choses qu'on a envie d'associer à ce que c'est qu'un comportement rationnel. Et ce sont des contraintes qui sont très abstraites, en fait. En particulier, ce n'est pas une théorie qui se prononce sur ce que vous devez croire, aimer, sur
la question de savoir s'il faut être altruiste dans la vie, s'il Hmm. faut se brosser les dents le matin, que sais-je encore, hein. Elle est totalement, pratiquement totalement euh, neutre sur vos valeurs. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la cohérence à l'intérieur de vos valeurs, la manière dont elles s'agrègent et la manière dont elles vont s'exprimer dans vos choix. Alors que le modèle, disons, de l'homo economicus, tel qu'en tout cas moi je le comprends, ça correspond à la manière dont typiquement ce genre d'hypothèses vont être appliquées dans le cadre de la théorie économique traditionnelle. Et là, on fait des hypothèses beaucoup plus substantielles sur les mobiles, les motifs des individus. Pour être plus précis, ce qu'on va typiquement supposer dans des modèles de base de la théorie économique, c'est que je sais pas, des entrepreneurs sont exclusivement mus par la recherche du profit pour leur entreprise, ou Hmm. que les consommateurs ont une sorte d'échelle individuelle de préférence, mais qui est totalement insensible au sort des autres. C'est ça qui est D'accord. supposé typiquement dans la théorie qu'on appelle la théorie du consommateur. C'est, si on veut, une forme d'égoïsme, mais c'est une indifférence totale à la manière dont au cours d'un épisode de marché, les autres personnes vont devoir allouer des biens. La seule chose qui compte, c'est les biens que j'ai moi. Euh, alors, ces hypothèses-là, ce ne sont pas des hypothèses qui sont faites par la théorie de la décision. C'est des hypothèses qui sont, disons, propres à la théorie économique. Ce sont des hypothèses qui, en fait, historiquement précèdent une partie de la théorie de la décision, c'est-à-dire ces postulats de l'acteur économique égoïste, qui est motivé uniquement par disons, par, je sais pas, ses gains matériels. Mhm. C'est quelque chose qui est presque aussi vieux que la science économique, hein, c'est le début du 19e. Donc ça existait, cette hypothèse-là, avant même que ce soit formalisé mathématiquement, qu'il y ait des belles hypothèses de rationalité, etc. Voilà, on le trouve, je sais pas, dans l'économie classique, on trouve ces hypothèses-là. Et les économistes ont été assez tôt attaqués parce qu'ils diffusaient cette représentation très restrictive des motivations humaines, quoi. Au motif qu'elle serait fausse, qu'il y aurait d'autres facteurs qui entreraient en ligne de compte, comme les Voilà, valeurs. exactement. Exactement, et ils y ont répondu, enfin ils en étaient conscients, et par exemple si on prend Mill, une partie de son épistémologie économique qui a été influente pendant presque une centaine d'années, ça consistait à dire que c'était pas pathologique, en fait, c'est comme ça que font souvent les sciences, c'est une approche qui est idéalisée, donc on va simplifier les motifs de l'action humaine. Ça veut dire que dans certains contextes, probablement, les autres motifs de l'action vont jouer un rôle plus important. Donc, en fait, les hypothèses vont se mettre à avoir des conséquences qui sont fausses. Hmm. Probablement, par exemple, ça ne va pas bien rendre compte du comportement intrafamilial. En revanche, pour beaucoup de phénomènes liés au marché, le pari de la discipline, c'est que ça va pas trop mal marcher. Pardon, c'est pas très élégant, mais pas trop mal fonctionner. Hmm. Après, le dernier D'accord. point là-dessus, c'est que c'est quand même une hypothèse qui est affaiblie, voire rejetée. Enfin, il y a des propositions d'hypothèses alternatives qui sont faites depuis longtemps, quoi. Enfin, la théorie économique actuelle, elle est beaucoup plus libérale et aussi bien du point de vue purement théorique, au point de vue expérimental, etc. L'exploration des préférences on les appelle maintenant les préférences sociales, c'est-à-dire des préférences qui sont sensibles au sort d'autrui d'une manière ou d'une autre. Ça commence à faire des décennies que c'est un peu c'est pas du tout une voie de recherche originale. Les économistes ont massivement investi dans la compréhension de comportements qui ne sont pas étroitement égoïstes. Dans ce sens-là. Voilà. Hmm. Mm, mm. D'accord, ouais. Et Ouais, juste si je comprends bien, donc ça veut dire que c'est parfois caricatural en fait de résumer l'économie à ce qu'on a vu, ce qu'on voit encore sur la BD, c'est-à-dire l'économiste qui s'imagine que l'être humain va toujours agir dans son propre intérêt de façon égoïste. Euh, on ne peut pas dire que l'économie fonctionne comme ça aujourd'hui. La recherche en économie est passée à autre chose en fait.
Bah, ça reste une hypothèse, ça reste, je pense, quand même une hypothèse qui joue souvent le rôle d'hypothèse par défaut. Je pense aussi au niveau de l'enseignement. Alors moi, je suis pas économiste, hein, mais pour autant que je puisse voir, euh, dans la manière dont on enseigne et dont on apprend, donc la théorie et les modèles économiques, c'est typiquement avec par le biais de modèles, de théories qui reposent sur cette hypothèse-là. Ouais. Donc, c'est pas comme si c'était un stade dépassé, je pense, de la science économique. Hmm. Simplement, je pense que le sens de l'histoire, c'est de plus aller, de relâcher plus souvent et d'explorer plus sérieusement les relâchements de cette hypothèse-là. Hmm. On a Il Sylvie faut. qui nous dit dans le chat, qui nous parle d'Herbert Simon, prix Nobel Ouais. d'économie en 78, la rationalité limitée. Donc là, c'est un économiste qui parlait de ça, justement, qui proposait que la rationalité n'était pas aussi nette qu'on le pensait. Oui, alors en fait, c'est souvent les deux. D'une certaine manière, on peut voir, concernant la décision individuelle, le paradigme économique classique, enfin classique pour son économie classique, mais qui s'est euh, comment dire, installé au cours du XXe siècle, c'est vraiment la conjonction de la rationalité plus, si vous voulez, l'égoïsme, enfin, de ce dont on vient de parler, quoi. Et les deux choses ont fait l'objet en fait de critiques et de relâchements, généralisation. Et donc, on a parlé effectivement des motifs et des valeurs, donc, mais aussi concernant la rationalité. C'est assez tôt, il y a eu des critiques. Et Herbert Simon, c'est certainement la critique, la première grande critique. En substance, ce qu'il faisait remarquer, c'est que si on voulait que les décisions des gens obéissent au, au modèle de rationalité. Donc, il a commencé cette critique de mémoire dans les années 40. Donc, ça y est, ça faisait 20 ans il y avait eu un effort très, très grand pour construire des modèles mathématiques du choix rationnel. Mhm. Et il faisait remarquer qu'en fait, si on pense sérieusement que les gens obéissent à ces modèles, bah, il faut donc penser qu'ils ont une manière de raisonner, peut-être pas forcément consciente, mais en tout cas qu'ils arrivent à simuler ces modèles-là pour arriver à des résultats très proches. Hmm. Et il faisait remarquer que c'était très difficilement compatible avec ce qu'on savait de nos capacités intellectuelles. Voilà. Et donc, lui disait que on, on se comporte de manière rationnelle, mais pas de cette façon-là. Et il parlait de rationalité limitée pour désigner la forme de rationalité plus humaine dont on fait preuve dans nos actions quand elles sont correctement, je sais pas, délibérées, quand on a le temps, etc. Hmm. Et il pensait que c'était une une meilleure voie pour l'économie que d'essayer d'explorer ça, la rationalité limitée, plutôt que les modèles de rationalité idéale qui, ça y est, qui étaient mûrs, hein, quand il écrivait, ils étaient en train d'être intégrés, ils étaient bien formalisés mathématiquement, bien compris, et voilà. Et ensuite, bah, il s'est tellement pris au jeu que, alors je raccourcis, je caricature, mais il s'est tellement pris au jeu qu'il a créé les sciences cognitives un peu, il a participé à leur création, parce qu'il avait ce désir de comprendre comment l'esprit humain fonctionnait effectivement. Et il s'est engagé en fait sur un type de modèle de compréhension de la décision en particulier, mais du coup de tout le raisonnement général, qui est assez différent du style qui a été épousé en droit de la décision, en économie, une approche qui repose beaucoup plus sur l'idée qu'on doit concevoir des algorithmes et que la pensée fonctionne un peu comme un algorithme, etc. Ça nous emmène très très loin de l'économie mathématique et de la théorie de la décision, qui propose des modèles axiomatisés de la décision, qui sont fondés sur des propriétés, enfin qui manipulent en fait des propriétés, des préférences, et qui s'intéressent typiquement pas trop à la manière dont les processus cognitifs fonctionnent pendant une prise de décision. Ouais, je crois que c'est Herbert Simon d'ailleurs qui a inventé l'expression heuristique de jugement, sauf erreur de ma Ah part. oui. Ah, je Il me sais. semble que c'est lui. Les heuristiques de jugement, donc ça désigne en fait des raccourcis, Mhm. c'est-à-dire des automatismes de pensée qu'on aurait, qui sont effectivement pas forcément les plus rationnels, mais qui sont souvent les plus adaptés. Par exemple,
Je donnais un exemple. Il y a un article où on parle justement dans le dossier de Simon et et de la rationalité limitée. Un des exemples que je donnais, c'était que si vous voyez une voiture qui fonce sur vous à un moment où vous allez traverser la route, c'est pas forcément le plus adapté de commencer à évaluer toutes les hypothèses possibles de ce que le mec va s'arrêter ou pas, et que vous allez bondir sur le En côté effet. sans examiner tout ça, simplement parce qu'il y a une heuristique qui vous dit attention danger, un raccourci de pensée qui vous dit attention danger, sautez sur le côté pour éviter ce truc-là. Ouais. Et c'est une transition parfaite du coup, parce que justement je voulais qu'on parle de l'autre énorme morceau qui m'est apparu quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, sur la décision, c'est tout ce qui est un peu donc, le renouveau de la psychologie et de ce qu'on appelle l'économie comportementale autour de cette question, avec cette superstar, y compris du côté du grand public, qui est Daniel Kahneman, qui est arrivé avec un bouquin qui a été publié en France en 2012, qui s'appelle Système 1, Système 2, où il parle donc d'heuristiques de jugement, de raccourcis. On parle aussi de biais cognitifs, des fois, c'est une expression qui est devenue très populaire. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que l'économie comportementale, la psychologie cognitive, ce serait un peu aujourd'hui le paradigme dominant sur ces questions dans la recherche? Parce qu'aujourd'hui, on analyse principalement les choses en termes de raccourcis, d'automatisme de pensée, de biais, de rationalité limitée. Mm. Alors, la réponse, oui, sans doute, hein. Quand on s'intéresse à une description positive au sens factuel de la décision, et quand on cherche une description qui est relativement fine, c'est devenu un peu le point de départ incontournable, cette tradition-là, ces thèmes-là, ces idées-là. Alors, j'ajoute tout de suite disons, les nuances et des compléments. J'ai dit quand on veut disons, décrire ou comprendre de manière assez fine la décision individuelle, parce que quand on veut la comprendre ou comprendre ses effets à très très grande échelle, à l'échelle d'une population, on peut persister à penser que des modèles très simples, peut-être des modèles où on dépeint des gens de manière comme des êtres parfaitement rationnels, peut-être ça fait l'affaire en fait. Mm. Ça dépend un peu des objectifs qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris, disons, de l'extérieur, mais les objectifs, par exemple, de quelqu'un en sciences sociales ou d'un économiste qui veut comprendre parfois le fonctionnement d'un très, très grand système social, il ne s'intéresse pas forcément à des choses aussi fines que celui du psychologue. Ou bien La si on deuxième, veut par exemple comprendre le comportement d'électeurs à une élection, pourquoi est-ce qu'une grosse population va voter en un sens ou plutôt en un autre, il y a des modèles un peu plus simples qui peuvent fonctionner pour le coup, c'est ça l'idée. oui, et que les approximations, disons, qui vont avec des modèles qui ne prennent pas en compte finement ces biais, parfois ça suffit. C'est mon sentiment. Ensuite, souvent, en fait, on met dans la même catégorie deux choses qui correspondent d'ailleurs à deux moments un peu de la carrière de Kahneman notamment. C'est les heuristiques, c'est apparu avec des heuristiques de jugement. C'est-à-dire quand la question c'était de savoir ce qu'une personne allait penser après qu'elle ait eu telle information dans tel contexte, etc. Et beaucoup de biais aussi sont des biais de jugement. C'est pas tout à fait la même chose que d'éventuels biais ou l'usage d'heuristiques dans le domaine de la décision. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que l'économie comportementale, elle apparaît un peu aujourd'hui comme un peu une boîte à outils avec ces espèces de zoo là où il y a plein de biais, etc. Et souvent on rassemble les biais et les heuristiques de jugement et les biais et les heuristiques de décision. Concernant la décision elle-même, ce qui a particulièrement comment dire, influencé, je pense, le cours de la recherche scientifique, ça a été effectivement des travaux auxquels Kahneman et à l'époque Tversky, son collègue et psychologue, ont contribué de manière très très importante à la fin des années 70, quand ils ont collecté tout un ensemble, alors je ne sais pas s'il faut les appeler des biais, mais en tout cas d'anomalies du point de vue de la théorie de l'espérance d'utilité dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire ce sont des comportements qu'il est très difficile de réconcilier avec la théorie de l'espérance d'utilité.
Alors, on Alors, peut-être sait, pour prendre un exemple simple, un mec joue au casino, au poker par exemple, il perd, et il se persuade qu'il va se refaire, alors que s'il calculait ses chances de gain, il devrait se dire, mais je devrais m'arrêter là, parce que... alors est-ce que c'est. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit dans la liste, mais ça pourrait. Alors, le problème de la spontanée, est-ce que dans la liste, il y a des choses qui sont toutes simples? Dans la liste figure quelque chose, le plus célèbre dans la liste de ces anomalies, le plus célèbre cas, c'est un cas qui n'a pas été inventé par eux, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Allais. Ok, qu'est-ce que c'est du coup? Alors, en fait, on présente deux choix binaires. Donc, on a d'abord à choisir entre A et B, puis entre C et D. Et alors, ce serait un peu fastidieux de vous donner les choix, mais c'est des choix entre. C'est un peu comme des loteries, hein. C'est des sommes d'argent qu'on peut recevoir ou pas avec une certaine probabilité. Et en fait, c'est quelque chose qui est très astucieux. Si vous obéissez à la théorie de l'espérance d'utilité, si vous avez choisi A plutôt que B, il faut choisir D plutôt que C, ou inversement. Mais en fait, vous êtes contraint par la théorie. Et ça, c'est un truc qu'avait découvert l'économiste français Allais dans les années 50. Bon, eux, ils ont répliqué ça et ils ont trouvé les mêmes résultats. Donc ça c'est pas la partie la plus originale, hein, de leurs travaux, mais c'est probablement l'item sur la liste des anomalies, c'est l'item qui a fait le plus de consensus. Et en fait, ça a déclenché une sorte de programme de recherche qui est comment faire une théorie de la décision qui va être compatible avec cette anomalie, c'est-à-dire qui soit compatible avec ce qu'on appelle le paradoxe d'Allais. Et aujourd'hui encore, les sciences de la décision, quand elles s'intéressent à nos comportements, quand il y a de l'incertitude, elles sont héritières de ce moment scientifique. Ça fait toujours partie de l'agenda que de proposer une théorie qui soit compatible avec le fait qu'on a ces comportements qu'on appelle le paradoxe d'Allais. Alors, quand je vous disais tout à l'heure d'ailleurs que ça dépend aussi un peu des objectifs épistémiques, il se peut que vous ayez besoin de la théorie de l'espérance d'utilité pour mesurer des choses à très grande échelle avec des alternatives qui ne vont pas prêter le flanc à ce genre de phénomène. Et dans ce cas-là, vous dites, bon, allez, je vais utiliser la théorie de l'espérance d'utilité, ça suffit. Par contre, c'est vrai que si en gros vous risquez de vous intéresser à des gens ou à des populations qui risquent de croiser des situations de ce type-là, vous allez utiliser. Alors, il y a des tonnes de théories alternatives qui sont proposées, parfois extrêmement étudiées d'une manière empirique, du point de vue aussi formel. Voilà, et donc ça fait plus de 40 ans qu'en fait on est dans cet héritage. D'accord. Moi, ce que j'avais principalement retenu de Kahneman, comme beaucoup de monde, c'était son livre Système 1, Système 2, où il disait en gros qu'on avait deux façons de penser, deux façons de prendre des décisions. Une qui était rapide et intuitive, qui passait souvent par des raisonnements qui étaient un peu faux, mais qui prenaient quand même de bonnes décisions au final. Et puis un autre qui était plus lent, plus coûteux en énergie, qui demandait plus d'investissement et de réflexion, mais qui du coup était plus rationnel et permettait de prendre des décisions plus conforme à la réalité ou à notre intérêt. Est-ce que c'est une image de notre esprit, de notre fonctionnement, qui fait consensus aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est remise en question? Alors, non, effectivement, il a fourni une des expressions canoniques de cette. En fait, je crois qu'indépendamment, il y a plusieurs psychologues qui ont proposé cette idée que il y a pas mal de nos raisonnements qui en fait fonctionnent sont conformes à cette théorie des deux systèmes. Kahneman en fournit une version. Je sais que c'est pas. Enfin, il y a des opposants à cette théorie. Il y en a, je pense, qui la trouvent par ailleurs peut-être trop flexible, trop souple et accommodante d'un peu tout. La motivation, c'est certainement très ancré en fait dans ces anomalies dont on a parlé, c'est-à-dire dans l'observation que quand on regardait ce que font les gens et puis ce que jugent les gens, on a l'impression que tantôt ils sont rationnels, tantôt ils ne le sont pas. Donc, comment expliquer qu'ils puissent être sur ces deux régimes? Une réponse tentante, c'est de dire, voilà, on a deux sous-facultés. On en a une qui finalement est responsable de pas mal de nos déviations par rapport au canon de rationalité, mais qui a l'avantage d'être
très efficace dans plein de contextes ordinaires, en fait. En gros, je sais pas si Kahneman rentre dans ces considérations-là, mais on peut penser que la théorie de l'évolution nous a bien outillés pour avoir des réponses rapides et efficaces à des situations assez stéréotypées qu'on a rencontrées dans la formation de notre espèce, quoi. Et puis, il y a des situations, comme il en est de notre système perceptif, par exemple. Et puis, il y a des situations qui sont un peu plus inédites, en fait. Et là, on a tendance à être un peu pris en défaut, quoi. Exactement la même chose vaut pour les illusions visuelles, en fait. Voilà, on peut un peu jouer avec les hypothèses implicites que fait notre système cognitif pour répondre très vite. On se met dans des situations où ces hypothèses implicites en fait sont pas satisfaites et on aboutit à des choses qui sont pas forcément très bonnes. Je sais que ça fait pas un consensus total en particulier. Alors, on parlait juste avant l'émission du livre très stimulant sur la raison, la rationalité d'Hans Perber et Hugo Mercier. Et il y a notamment une critique de la théorie des deux systèmes au début de cet ouvrage. Après, ce qui me frappe aussi, moi plutôt du côté de la théorie de la décision, c'est que c'est pas quelque chose dont je connaisse beaucoup de... Il y a un certain fossé avec la théorie de la décision. J'en connais pas beaucoup de traduction directe dans le cadre de la théorie de la décision. Donc, c'est des idées qui restent un petit peu étanches les unes par rapport aux autres. Et je ne sais pas si ça va aussi bien s'appliquer à la décision que, par exemple, aux heuristiques de jugement. Voilà. Mais c'est certain que c'est un cadre qui est très attractif, à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas biographe de Daniel Kahneman, mais à ma connaissance, la première fois que je l'ai vu avancer vraiment sérieusement cette hypothèse-là, c'était je crois, dans l'article au début des années 2000, c'était dans son discours de réception du prix Nobel, je crois. Et c'était une manière de pas seulement de systématiser tout le travail de recherche qu'il avait mené pendant toute sa vie, mais aussi d'en faire... en fait, c'est une sorte de conjecture qui peut être tentante de faire à partir des choses qu'il a pu observer pendant sa carrière, et en particulier de ces phénomènes peut-être un peu inattendus quand on est très optimiste sur la nature humaine, ces découvertes concernant le jugement et les décisions. Puisque vous l'avez évoqué, j'en profite juste pour dire qu'on a effectivement une interview de Hugo Mercier aussi, toujours dans le dossier sur la décision, qui a effectivement écrit un livre avec Dan Sperber, qui est un chercheur extrêmement, j'allais dire célèbre, mais aussi qui est vraiment une référence sur ce sujet, qui s'appelle L'énigme de la raison et qui est tout à fait passionnant. Alors, on a aussi une question dans le chat de Sigfi qui demande alors, pour les approches macro, que dire des marchés prédictifs des décisions basés sur la sagesse des foules? Et il cite donc sa référence qui est James Surowiecki. Alors, juste avant d'y répondre, moi j'avais envie d'embrayer justement sur la question des décisions collectives, parce que j'imagine que quand on parle de sagesse des foules, on passe sur un autre registre qui est celui de la décision d'une population. Donc peut-être en répondant à la question de Sigfi, expliciter quelles sont un peu les différences d'approche qu'on va avoir entre l'étude d'une décision individuelle et l'étude d'une décision de groupe. Exactement. Ouais, merci pour la question et puis merci pour la recontextualisation. Une des forces, disons, de la théorie de la décision issue de ces travaux des économistes, des philosophes, etc., c'est qu'en fait, elle fournit un cadre qui constitue aussi un point de départ pour réfléchir sur les décisions collectives. Alors, je vais peut-être être un tout petit peu plus spécifique. L'idée, donc une décision collective, c'est une décision qu'on va prendre ensemble. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être considéré comme une décision et c'est quelque chose qui va dépendre d'autres décideurs. Et du coup, ce que ça invite très naturellement en termes de conceptualisation, c'est de se donner donc des décideurs individuels et puis de se donner quelque chose qui va ressembler à une décision à une échelle collective.
Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de cet outil, ce concept fondamental dans toute la théorie de la décision qui est celui de préférence. Et donc, plus concrètement, en fait, quand on va aborder la décision collective dans cet univers conceptuel dont je parle depuis 3/4 d'heure, eh ben, on va considérer qu'on a pour chaque individu, on a des préférences. Et puis ce qu'on va essayer de construire, c'est une préférence pour la collectivité à partir de ça. Donc ça, c'est une manière très, très naturelle, par exemple, de voir ce que c'est qu'un processus de vote. Un processus de vote, donc on a typiquement des alternatives, je sais pas, ça peut être des candidats quand c'est une élection pour une personne, qui vont être considérés par tous les individus. Donc on peut supposer, alors c'est une hypothèse qui n'est pas bénigne, hein, mais que les individus sont capables de classer, en tout cas au moins partiellement des préférences entre ces alternatives. Et puis on va s'intéresser à la question de savoir comment on peut mettre en place une décision collective qui va faire le choix à partir de ces classements individuels. Et donc, c'est pratiquement en même temps que la théorie de la décision dont on a parlé jusqu'à présent, donc on appelle la théorie de la décision individuelle, a été stabilisée. Pratiquement tout de suite, on a eu la naissance de la théorie de la décision collective. Donc ça, en particulier, c'est les travaux de Kenneth Arrow. C'est aussi dans l'après-guerre. Et qui va exactement adopter le cadre conceptuel que je viens d'essayer d'introduire de manière un peu sauvage, mais enfin, c'était pour faire sentir que l'intérêt, la puissance de la théorie de la décision individuelle, c'est aussi qu'elle fournit un point de départ pour aller explorer la décision collective. Et sur la base de ce point de départ très, très simple, on a appris plein de choses pendant ces décennies où on a eu d'exploration de la décision collective, des choses qu'on avait déjà senties, par exemple que en fait, trouver un bon mécanisme de vote, c'est pas évident du tout. parce qu'en fait, il faut deux choses. Il faut que le collectif se comporte de manière rationnelle. Alors là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que les mêmes conditions de rationalité qu'on demande aux individus, on va les demander au collectif. Mais il faut aussi que le collectif soit sensible aux opinions, aux préférences des individus qui constituent le collectif. Et ça, c'est une seconde demande qui peut être, c'est une demande qui est forte, quoi. Un individu, en quelque sorte, on lui demande juste d'être rationnel, mais un collectif, on lui demande d'avoir une rationalité qui reste fidèle aux opinions, aux préférences des individus constituants. Est-ce que par rapport à votre exemple du vote, ça veut dire que quand je vais aller voter, je ne vais pas seulement prendre en compte ma préférence personnelle pour le candidat, mais je vais aussi prendre en compte le vote que je prévois pour le reste de la population et par exemple voter utile? Alors non, ça c'est un autre problème. Enfin, en quelque sorte, c'est un autre problème. J'ai pas compris alors. C'est juste le fait que quand vous allez concevoir, par exemple, une règle de vote, il va falloir qu'elle produise des résultats qui ne sont pas pathologiques et aussi des résultats qui tiennent compte de ce que votent les gens. Alors, ça nous paraît évident, hein, mais prenez le vote majoritaire. Le vote majoritaire, on peut considérer que en général, il tient assez bien compte des préférences et des opinions de la population. Peut-être rappeler comment fonctionne le vote majoritaire. Ouais, donc, alors, je vais supposer, par exemple, que je vais passer en revue tous les couples de candidats, puis je vais demander à la population de s'exprimer là-dessus. Si on regarde ce que ça donne, il y a un sens dans lequel on va très, très, très bien tenir compte des opinions de la population. En revanche, je peux aboutir à quelque chose de monstrueux du point de vue de la préférence collective. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Je peux aboutir au fait que le candidat A est jugé meilleur par le collectif que B, qui est jugé meilleur par le collectif que C, qui est jugé meilleur par le collectif que A. Donc on aura un cycle. D'accord. Et donc là, c'est typiquement une règle de vote, en gros, qui sacrifie la rationalité et qui favorise en gros la fidélité aux préférences et opinions individuelles. Et il y a d'autres règles de vote qui font plutôt l'inverse. Mais en fait, c'est très très dur de réussir à avoir ensemble ces deux grandes choses qu'on attend ces deux grandes vertus qu'on attend d'un système de vote. Donc c'était ça ce que je voulais aborder. Après, ce que vous abordez, en fait, c'est une difficulté supplémentaire à la rigueur.
on parle de, donc c'est le problème de la manipulabilité des systèmes de vote, qui tient dans le fait que, effectivement, on aimerait bien d'un système de vote qui puisse ne pas inciter les gens à voter de manière stratégique ou de voter de manière utile, parce qu'en fait, ça va biaiser du coup les informations que le système de vote va recevoir. Et il s'est avéré, alors on savait déjà que c'était compliqué, mais il s'est avéré que en fait, ça introduisait encore une complication supplémentaire, et comme on pourrait s'y attendre. Alors, le vote majoritaire, lui, par exemple, il ne rencontre pas ce problème. Et il y a plein de systèmes de vote auxquels on peut penser qui rencontrent ce problème. En particulier, il y a un système de vote qui est pas mal attractif par ailleurs. C'est un système de vote qui est connu depuis très longtemps, hein, où en fait, on va classer les candidats et chaque candidat a des points en fonction de ses classements dans les classements individuels. Donc, par exemple, si vous, Hugo, vous dites A premier, B second, etc., le A, il aura plein de points, B un peu moins, C un peu moins, etc. Et après, je fais la somme sur tous les électeurs. Ça s'appelle le score de Borda. Et ça a pas mal d'avantages, notamment le fait que vous ne pouvez pas avoir le genre de cycle là, dont on parlait. Par contre, c'est manipulable. C'est-à-dire ça peut... en fait, vous pouvez... moi, je l'ai vécu personnellement dans un comité de société savante, où j'ai vu des collègues qui étaient, qui cédaient à la tentation. Enfin, j'avais proposé de faire ça en comptant sur le fait que on était des collègues, voilà, des relations tout à fait cordiales. Et en fait, il y a très vite la tentation d'être stratégique un peu. Ouais, alors on mettra toujours on mettra le candidat qu'on préfère tout en haut, mais par exemple, si le principal danger, son principal rival à vos yeux, il est quand même bon, mais pour le descendre, vous allez le placer très très bas dans votre classement, du coup il aura très peu de points. Voilà. Sinon, si c'était juste en termes de préférence, par exemple, j'aurais mis deuxième, mais pour pas Voilà. qu'il repasse premier, je le mets dernier, quoi. Exactement, parce qu'il aura d'autres supporters qui le mettront eux premier. Ouais, Et d'accord. donc, pour compenser ça, vous allez le faire baisser dans votre classement. Vous allez mentir sur sa place dans vos préférences. Et par rapport au vote, et pour réélargir un petit peu à la décision, j'avais une question peut-être un peu bête, mais de savoir, est-ce que ça a du sens de dire qu'un collectif prend une décision? Par exemple, est-ce que ça a du sens de dire les Français ont décidé de réélire Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un groupe prend une décision, ou est-ce qu'on est obligé de parler en termes de somme de décisions individuelles? Est-ce que c'est une entité qui décide quelque chose? Alors, je pense que la théorie de la décision collective, là, dont on vient de parler, je pense qu'elle est un peu, comment dire, je ne suis pas sûr que ce soit une question très grave pour elle. Je ne pense pas qu'elle soit tributaire d'une interprétation très à la lettre d'expressions comme les Français ont décidé que, ou le corps C'est-à-dire que c'est électoral a sémantique en fait? On peut peut-être considérer ça comme une manière de parler. Au fond, c'est juste que l'issue du scrutin a été que. Voilà, vous voyez, ça c'est relativement neutre, hein. En revanche, la question quand même est intéressante par ailleurs, hein. Alors, parmi les philosophes actuels les plus productifs et talentueux dans le domaine de la décision, et en particulier de la décision collective, il y en a un, Christian List, qui s'est penché sur cette question. Il a écrit un livre avec Philippe Petit, qui est aussi un philosophe très célèbre, un philosophe politique notamment, et où ils défendent l'idée qu'à certaines conditions, il faut prendre au sérieux le fait que des collectifs, je sais pas, par exemple un parti politique, une association sportive, peut avoir des croyances, des préférences et prendre des décisions. Et l'idée, la base de l'argument est relativement simple et c'est inspiré d'idées qui viennent de la philosophie de l'esprit. On a d'idées qu'on appelle fonctionnalistes. C'est l'idée que les états psychologiques, en particulier les croyances, les préférences, etc., ne sont pas une question de matière, de la manière dont ils sont fichu le cerveau humain, par exemple, mais en fait, ça dépend du rôle causal qu'ils jouent. On peut considérer que, une croyance, c'est quelque chose qui, au sein d'une certaine structure, a un certain rôle. Typiquement, le rôle de représenter l'environnement de cette chose-là. Et donc, leur argument, ça consiste à dire, il y a des collectifs humains, pas tous, mais il y en a, qui satisfont ces conditions-là. C'est-à-dire où, effectivement, c'est tout à fait légitime de dire que
l'association a telle croyance, elle a telle préférence, elle prend telle décision. Mm. Donc, c'est un livre qui a une dizaine d'années et qui, dans l'argumentaire, utilise beaucoup, justement, les résultats et les concepts qui se sont déployés dans la théorie du choix collectif et dans une théorie un peu cousine qui a été développée plus récemment, qui s'appelle la théorie de l'agrégation des jugements. Qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut élaborer un jugement de groupe à partir du jugement des individus. Par exemple, une situation qui peut se poser au sein d'une assemblée, au sein d'un jury d'assises ou ce genre de cas. D'accord. Dans le dossier, on évoque un paradoxe qui s'appelle le paradoxe d'Abilène. J'imagine que vous le connaissez. Je ne sais pas si c'est Non. étudié. Paradoxe d'Abilène, c'est l'idée qu'on peut prendre une mauvaise décision, enfin une décision à plusieurs, que personne ne veuille. L'exemple qu'on prend typiquement, c'est une famille qui décide de ce qu'on fait ce week-end. Ils finissent par décider d'aller dans un parc d'attractions, alors qu'aucun individuellement ne souhaitait aller au parc d'attractions. Simplement, les parents voulaient faire plaisir à leurs enfants. Les enfants ne voulaient pas décevoir leurs parents en voyant qu'ils étaient tout contents de les emmener au parc, etc. Et tout le monde finit par aller au parc, alors que personne individuellement n'a envie d'y aller. Je ne sais pas si vous connaissiez pas ce truc-là? Ah non, je ne connaissais pas. Ça me paraît relativement plausible, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une situation que tout le monde préférerait à l'action qui est finalement choisie? C'est pas évoqué à ma connaissance de l'article. C'est pas moi qui avais écrit cet article-là. Il me semble que c'est pas évoqué. Ce qui est D'accord. évoqué, c'est la situation que personne ne voulait. Mais de mémoire, ça précise pas si une situation aurait été préférée par chacun, par l'ensemble. Pour juger du caractère plus ou moins pathologique de la situation, je pense que c'est assez important parce que parce que c'est relativement les négociations, les compromis, etc. Souvent c'est ça, c'est-à-dire finalement on s'arrête à une situation qui n'est pas tout à fait la meilleure du point de vue de chacun, mais Satisfait le groupe. mais là j'imagine que il doit y avoir l'idée que c'est pas un bon compromis en fait. C'est un compromis qui se fait pour des mauvaises raisons, qui se fait mal. Et il se fait mal pour des raisons de mémoire, de manque de communication entre les participants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits tabous qui font que l'information circule mal et donc chacun se fait une fausse représentation de ce que souhaitent les autres. Et ça fausse le processus. Ah, ça, c'est pour faire écho à la question qui abordait les idées de sagesse des foules, donc l'idée que au fond, des gens pas forcément individuellement très compétents, mais quand on rassemble toutes leurs opinions, on peut aboutir à des opinions qui peuvent être très bonnes. C'est vrai que ma perception, c'est que c'est un des grands, je sais pas comment on peut dire, un des grands défis ou des domaines scientifiques à défricher qui est très, très excitant, c'est la compréhension de ce qui se passe dans des interactions type délibératif et ce qui peut en ressortir. Alors, il y a plein de choses qu'on connaît, hein, mais les phénomènes, par exemple, de polarisation au sein des groupes, donc le fait que à la suite d'échanges, on va avoir les gens qui vont avoir des avis, qui vont se radicaliser un peu. Ça, c'est un peu l'inverse de l'idée de sagesse des foules, hein. C'est plutôt l'idée que l'échange collectif va abîmer les opinions individuelles. Bon, il y a énormément en fait de possibilités théoriques et de phénomènes isolés qu'on connaît, mais c'est des objets extrêmement complexes et en fait c'est assez redoutable d'avoir des cadres unificateurs, des théories assez puissantes sur ces phénomènes qui couvrent les délibérations collectives, les échanges d'opinions, etc. Mais non, je ne connaissais pas le paradoxe d'Abilène. En tout cas, la décision collective, nous, ça a été une des difficultés quand on a fait le dossier. C'est vrai que quand on commence un peu à se plonger dans la littérature, on trouve scientifique, on trouve aussi bien des théories qui montrent qu'on prend des meilleures décisions à plusieurs, que des théories ou des recherches empiriques aussi d'ailleurs, qui vont montrer qu'on peut prendre des décisions catastrophiques à plusieurs. Et c'était un des points les plus ambivalents, j'ai trouvé, du champ de recherche.
Ouais, tout à fait. Non, mais moi, j'ai terminé il y a un an maintenant un projet ANR où on voulait justement faire le pont entre un domaine où il y a encore des défis scientifiques intéressants, mais qui d'une certaine manière est bien connu, c'est le domaine justement de l'agrégation des préférences et des opinions. Faire le pont avec cet autre domaine qui s'intéresse à la délibération collective et à des formations plus informelles d'opinion collective. Et ça a été une vraie difficulté, en fait, que ce second domaine, voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses dans tous les sens, mais en réalité, c'est des phénomènes beaucoup plus complexes qu'on comprend encore très, très mal. Et, et on a à la fois des intuitions et des observations, des théories, etc., qui vont dans des directions ouais, très, très opposées, comme vous dites. Donc, c'est pas évident de, comment dire, de s'appuyer sur des choses un petit peu consensuelles pour élaborer des théories un peu générales, quoi. C'est pas vraiment difficile. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Je vois que l'heure a pas Ouais, mal tourné. l'heure a pas mal tourné en Ouais. effet. Bon, on pourrait encore parler beaucoup sur ce sujet-là. On est loin d'avoir tout traité. Je vais vous mettre dans le chat aussi les liens vers ce livre de Michael Kozik qui s'appelle Choisir rationnellement une introduction philosophique à la théorie de la décision. Il est déjà sorti du coup Pas encore. On Ok, me dit dans l'oreillette que c'est imminent, mais non, j'ai pas encore eu toutes dernières, les épreuves des derniers chapitres. en tout D'accord, cas, ce il sera y a aux eu. éditions Avant la rentrée. matériologiques en tout cas. Ouais, absolument. En tout cas, je vous mets quand même le lien parce qu'il a quand même une page dédiée sur le site des éditions matériologiques. Voilà. Donc il est à sortir bientôt. Je pense que vous pouvez même le commander hein, s'il est sur le site des éditions. Et Ah oui, vous puis, avez aussi participé au Précis de philosophie des sciences, qui est le livre de référence pour, je crois, tout étudiant en philosophie des sciences, histoire des sciences, sociologie des sciences. À un moment donné ou l'autre, il faut passer par ce livre. Alors moi, j'ai juste la partie biologie, je l'ai pas lu entier. Par contre, ce qui ressemble à le Précis de philosophie de la physique, de la biologie, et il y en a un Alors troisième. oui, après, il y a des collègues qui ont zoomé sur des domaines de la philosophie des sciences plus restreints et du coup avec des chapitres plus approfondis, quoi. Oui, oui. Mm. On a une version euh, enrichie, révisée et enrichie, mais qui est disponible qu'en anglais. En français, c'est toujours cette version qui fait. voilà, donc vous avez le lien si vous êtes intéressé par la philo des sciences, qui n'était pas directement le sujet de ce soir, mais qui est un sujet sur lequel a travaillé notre invité. Et puis, ben voilà, le numéro qui est en kiosque en ce moment, Comment décidons-nous? Donc avec une grande interview avec Michael Kozik, avec d'autres articles sur le sujet, coordonnés par Fabien qui était là aussi ce soir. Voilà, ben il me reste à vous remercier tous les deux. Merci beaucoup Michael Kozik d'avoir accepté notre invitation et d'avoir Merci. participé à l'émission. Merci Fabien d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Donc Fabien, tu seras encore là. Cette Ouais. fois-ci, on a invité donc Alex Maudo qui a écrit il n'y a pas longtemps un petit essai qui s'appelle Aux origines de la panic walk. Alex Maudo, vous le connaissez peut-être si vous traînez sur Twitter. Son pseudo c'est Pandov Stroknis. Voilà, Et c'est sur un... Twitch d'ailleurs. Et sur Twitch, il y est aussi régulièrement, c'est vrai. Voilà, donc on sera avec lui la semaine prochaine pour parler de ce que c'est que ce mouvement woke dont on nous parle pas mal. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Merci à Merci tous, au merci chat. Kid, merci Merci à vos Siegfried, questions. merci Dimitri, merci Olgen, merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont regardés. Comme d'habitude, l'émission est accessible en rediffusion sur notre chaîne YouTube dès demain. Je vous mets également le lien dans le chat. Voilà, passez une bonne soirée, à très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.